Bienvenue si vous nous rejoignez. Tout à l'heure, nous suivrons des chasseurs d'émeraudes, de rubis et de diamants. Mais avant, les fêtes de Noël approchent et vous avez sans doute prévu de vous faire plaisir. Les Français vont leur consacrer en moyenne 491 €. Mais attention, de plus en plus de produits sont trompeurs et même parfois dangereux. Pour vous éviter les déconvenus, vous allez voir que les douaniers traquent les contrefaçons. Les associations de consommateurs, elles, vérifient ce qu'il y a vraiment dans votre assiette. Noël, gare aux mauvaises surprises. Un grand reportage de Laure Delalex et Caroline Amiard. Partout en France, le Père Noël s'apprête à descendre du ciel. Mais dans l'ombre, les douaniers sont en alerte maximale. Et sur la page escalier. À Marseille, dans ce centre de tri d'un grand transporteur, le flux de cadeaux achetés sur Internet explose. Ça c'est quoi celui-là? Guillaume, celui-là. Et avec eux, les contrefaçons, dans le viseur de Jean Daniel et de son équipe. Celui-là, par exemple, on voit qu'il y a des inscriptions asiatiques dessus. Souvent, ce sont des conditionnements qui sont différents de ceux qu'on a sur les achats classiques sur Internet. Là, je vais les contrôler ces 3 colis. Leur priorité, ce sont les petits colis, souvent achetés sur les sites chinois, comme Shein, Temu ou AliExpress. Celui-là, donc, je l'ai pris au toucher. On sentait qu'il y avait, on aurait dit un petit peu comme des sacs ou autre. Là, on voit qu'on a une marque très connue en matière de contrefaçon. Il était emballé dans un sac. L'emballage, c'est de mauvaise qualité. Bonne pioche. Le douanier saisit une dizaine de contrefaçons d'articles de marque. Avec des coutures de pied de qualité, la chaîne, regardez ici les finitions. Voilà, ici la matière aussi. On est vraiment loin du caractère authentique de ces articles-là. Le destinataire, effectivement, on voit que c'est dans le 15e arrondissement, des secteurs de Marseille assez sensibles et connus en matière de contrefaçon. Vu les quantités, qui souhaitent en faire un commerce, qui comptent probablement les vendre, pour le coup, il y aura une convocation, une forte amende, voire même après plus loin avec une action éventuelle en justice. Pendant plusieurs semaines, nous avons exceptionnellement pu suivre le quotidien des douaniers à la veille des fêtes de fin d'année. Jean-Daniel et Mélanie nous ont ouvert les portes d'un lieu confidentiel, rempli de milliers de tonnes de faux. Je suis là. Alors, est-ce qu'il sent Jean-Paul Gaultier? Ah ouais, en plus, même le parfum est similaire. Parce que moi, je le connais, le Jean-Paul Gaultier. Au port de Marseille, nous avons pu filmer les saisies de produits non conformes, voire dangereux, avec Jean-Noël. L'enfant peut se casser la figure et se faire mal. Ou encore, les contrôles sur des denrées alimentaires suspectes, avec Fabienne. Le laboratoire vérifiera que les crevettes soient tout à fait consommables. Vous allez découvrir qu'à cette période de l'année, les douanes de Marseille sont sur tous les fronts pour nous protéger des produits qui pourraient gâcher les fêtes. Alors que les familles françaises dépensent en moyenne près de 500 € pour Noël, vous verrez que les mauvaises surprises se cachent aussi dans les rayons des supermarchés. À Paris, c'est un concours un peu spécial qu'organise Audrey et l'association Foodwatch. Celui de la casserole d'or, afin d'alerter les consommateurs sur les ruses de l'agroalimentaire pour nous vendre les produits de fête. Celui-là, c'est quand même un beau plein de vide. Il n'y a vraiment quasiment rien à l'intérieur. Chocolat, soi-disant à la framboise. Mais il n'y a pas de framboise là-dedans. Foie gras gastronomique au nitrite. Bouchée pâtissière à l'huile de palme. Certains fabricants rivalisent d'astuces pour nous séduire. On est en tout cas sur un beau décalage entre le marketing et la liste des ingrédients, quoi. Les consommateurs vont devoir élire le produit de fête le plus contestable à leurs yeux. Qui remportera la casserole d'or? Moi, je trouve que c'est quand même de l'arnaque. Je comprends qu'ils aient été sélectionnés pour faire partie des finalistes. Enfin, que risque-t-on à acheter des jouets sur les plateformes de e-commerce comme Shein, Temu ou AliExpress? Nous avons fait des tests dans un laboratoire indépendant et découvert qu'une partie de ces produits sont dangereux pour les enfants, en particulier les tout petits. Une fois cassé, le nourrisson peut l'avaler et puis l'ingérer complètement, ça se retrouve dans l'estomac, etc., etc. Alors c'est un cadeau empoisonné. À la tête de Smoby, premier fabricant de jouets de l'Hexagone,
Alexis Delorme est parti en croisade contre ces fabricants chinois qui ne respectent pas les normes auxquelles les entreprises françaises comme la sienne sont soumises. Ça, c'est pour tester et dans l'éventualité où on aurait des enfants qui viennent se servir de la table d'activité comme une piste de danse. Il va tenter de convaincre l'Union européenne de protéger davantage les industriels et les consommateurs contre ce raz-de-marée chinois. Retour au centre de tri de Marseille, où Jean-Daniel, chef de la brigade des douanes, ouvre un deuxième colis suspect arrivé directement de Chine. On voit de suite déjà là l'odeur que ce sont des contrefaçons. Les traces de colle qui sont vraiment manifestes, quand on rentre un peu plus dans le détail. Des bavures de colle qui sont ici, voilà, et d'une marque très connue et très prisée sur Marseille notamment. Donc je vais aussi ouvrir celui-là. Dans ce troisième colis, 2 articles contrefaits achetés à l'unité, probablement par un particulier. Également, on voit des coutures de mauvaise qualité à l'intérieur. Ce bonnet d'une marque branchée et des lunettes de soleil soi-disant d'une grande griffe italienne. Là, c'est un cas typique pour les lunettes. Et le problème, c'est que si c'est porté ça, on n'a aucune protection au niveau des teintes des lunettes. Il n'y a aucune protection et filtre au niveau des indices UV. Donc, c'est-à-dire que la personne qui porte ça, ça peut être très dangereux pour sa santé, pour ses yeux. Dans ce cas, le client sait probablement qu'il s'agit de contrefaçon. Une infraction passible de 3 ans de prison et de 300 000 € d'amende. Mais les contrevenants trop nombreux ne sont presque jamais poursuivis. On a des grosses quantités. Dans ce carton, une grosse commande, probablement destinée à la revente cette fois. De fausses montres de luxe. Ça, c'est par exemple, c'est la marque Omega Swatch. On a également une marque célèbre, Rolex. Pour identifier les faux, les douaniers bénéficient d'une formation dispensée par les grandes marques. Là, ça reste un emballage qui est correct, mais néanmoins, ça reste de la contrefaçon. Rien que l'acier qui entoure la marchandise, c'est de mauvaise qualité par rapport aux produits authentiques. Le poids aussi également. On voit que derrière, il n'y a aucune inscription au dos de la montre. Il y a quand même le logo sur ces articles-là, mais ça reste du faux. Valeur de la vraie, 9 550 €. Le destinataire du carton sera convoqué par Jean-Daniel et risque jusqu'à 4 ans de prison. Rien qu'à Marseille, les contrefaçons saisies par les douanes représentent chaque année des centaines de tonnes. Impossible évidemment de les remettre sur le marché. Elles finissent toutes dans des entrepôts placés sous haute surveillance, dont l'adresse est tenue secrète. Donc là, j'enlève l'alarme. Voilà. Mélanie est chef divisionnaire adjointe des douanes. Et donc nous avons là un deuxième code. Voilà, donc là on ne prend aucun risque, tout est extrêmement sécurisé. Car même s'il s'agit de contrefaçon, ces marchandises ont de la valeur et pourraient susciter la convoitise. À l'approche de Noël, attention à ce que vous achetez. Comme tous les ans, Foodwatch publie son palmarès des casseroles d'or, tout est dit. Chaque année, à quelques jours du réveillon, une association de défense des consommateurs joue les troubles fêtes. Et cela commence avec Audrey Maurice, dans les rayons des supermarchés. Allez, on embarque un panier et c'est parti. Ce matin, cette Bretonne, salariée de Foodwatch depuis 3 ans, doit repérer les ruses marketing de l'industrie agroalimentaire. On commence toujours par les chocolats, qui sont les classiques. Son organisation, qui lutte contre la malbouffe, prépare un drôle de concours. Hop. Ça, je pense que au vote d'une casserole d'or, ça nous ferait un bon sujet. Celui-là, c'est quand même un beau plein de vide. Il n'y a vraiment quasiment rien à l'intérieur. On l'avait déjà épinglé, il me semble. Donc on va peut-être pas le reprendre. Mais je vais continuer à regarder les boîtes. Sa première cible, la shrinkflation, qui consiste à mettre moins de produits dans un même emballage. Comme par exemple, cette boîte de chocolat passée de 30 à 24 bouchées, mais dont le prix n'a pas baissé. Quand vous achetez
une boîte de chocolat une fois par an, vous n'allez pas vous souvenir d'un Noël sur l'autre qu'il y en avait 30 l'année précédente et qu'il y en a 24 cette année. Cette pratique des industriels est légale, mais désormais, le supermarché doit la signaler à ses clients avec une affichette. Alors, les foie gras, ça c'est un rayon scruté par Foodwatch à Noël. On est à la recherche d'un additif controversé pour notre santé qu'on connaît bien chez Foodwatch, c'est les nitrites et nitrates ajoutés. Utilisés comme conservateurs dans la charcuterie. Les nitrites favoriseraient l'apparition de certains cancers. Voilà, et là-dedans, il y a du nitrite de sodium. Il est bien là, notre additif. Donc ça, c'est des marques qui choisissent d'utiliser un additif controversé pour la santé, alors qu'elles savent faire sans et s'en passer. Et ça, dans des produits qui sont labellisés gastronomiques, on se dit que c'est peut-être un peu du foutage de gueule. Donc celui-là, on l'embarque. Hop. Avec sa sélection sous le bras, Audrey rejoint les locaux de son association. Salut l'équipe. Oui. Et alors? Écoute, je vais te montrer ce que j'ai trouvé. Vas-y, on y va. Aidée de son collègue Camille, qui dirige les campagnes de sensibilisation, elle doit désormais choisir 5 produits. Les heureux nominés à la casserole d'or. Mets les autres à côté, comme ça on va pouvoir tout comparer d'un coup. Par où on commence? Mon préféré là que j'ai trouvé ce matin, c'est quand même celui-là. On est sur des escargots saveur framboise. Je te laisse jeter un coup d'œil à la liste des ingrédients. Mais il n'y a pas de framboise là-dedans. Mais il n'y a pas de framboise là-dedans. On est en tout cas sur un beau décalage entre le marketing et la liste des ingrédients, quoi. On est en plein dans les arnaques sur l'étiquette. Ouais, exactement. Le produit contient en fait un arôme naturel qui permet à la marque d'écrire « saveur framboise ». Autre candidat, c'est Boucher à la reine. On est sur une pâte feuilletée dorée et croustillante, une offre gourmande, les petites paillettes des fêtes. Ouais, ça va être, il y a beaucoup de marketing et sur ce voilà, produit. et en fait là-dedans, tu vas trouver du beurre. Du beurre, et on trouve c'est la pâte feuilletée, pas du beurre, mais de l'huile de palme. Cette matière grasse controversée. Surtout dans les produits où les gens s'y attendent pas, voilà, comme ça. En fait, genre c'est des bouchées pâtissières pour faire des bouchées à la reine. Globalement, on n'est pas sur un produit où tu mettrais de l'huile de palme toi-même, entre guillemets. Après avoir passé en revue une vingtaine de produits, Audrey et Camille vont finaliser leur choix. En plus des escargots à la framboise sans framboise et des bouchées pâtissières mais à l'huile de palme, ils sélectionnent le foie gras au nitrite, repéré ce matin par Audrey, un rôti aux morilles, quasiment sans morilles, et cette mignonnette de vinaigre balsamique à 75 € le litre. On a nos 5 nominés pour la casserole d'or, je pense. Hein. Vas-y. Ces produits seront prochainement soumis au vote du public sur Internet. Une étape décisive pour ces militants du bien manger. Okay. C'est important de montrer aux marques que ce n'est pas juste 3 personnes de Foodwatch, en fait. C'est toute la communauté de Foodwatch, c'est plus de 400 000 personnes qui regardent ces produits. Et du coup, on espère qu'avec cette interpellation, les marques, elles changent. Le lancement officiel de la campagne de sensibilisation est prévu dans moins d'une semaine. Reste à savoir quel produit sera distingué par les consommateurs. Parlons foie gras, un classique pour les fêtes. À quelques semaines de Noël, il n'a plus tellement de temps à consacrer à son élevage laitier, au cœur du Jura. Allez, les petits bourbons bien. Alexis Delorme est le patron du premier fabricant de jouets français. Pourtant, il passe ici chaque matin à 6 h, avant d'aller à l'usine. Si vous n'avez pas déjeuné, c'est le moment. Là, il est encore à 37 degrés. En ce moment, c'est son fils qui chouchoute les 100 vaches Montbéliardes, dont le lait sert à produire du comté, l'un des fromages préférés des Français. Moi, j'ai repris l'exploitation en 2011. On a refait le bâtiment en 2015. Et Hugo nous a rejoint il y a 2 ans maintenant. Donc voilà. Donc pour l'instant, salarié. Et puis demain, on verra comment on transmet les choses. Allez, moi, je suis reparti. 250 litres de lait par jour en moyenne, 100 hectares de terre. Alexis a à cœur de perpétuer cette exploitation familiale. Mais à quelques kilomètres de là, il mène un autre combat pour sauver une autre tradition jurassienne. Il est à la tête de la plus grande usine de jouets en France, celle de Smoby. 350 salariés, près de 20 000 jouets produits ici chaque jour.
Alors que Noël approche, son site de production tourne à plein. Allez, c'est parti. En ce moment, la moindre panne fâcherait le Père Noël. Et ça, c'est bien. Donc ça veut dire qu'on n'a pas une bécane d'arrêté. Pour rivaliser avec ses concurrents Lego, Mobil ou Mattel, la marque française mise sur de gros jouets en plastique qui plaisent beaucoup aux enfants de 0 à 8 ans. 700 références, comme cette cabane de jardin à 150 € pour faire comme papa-maman. On appelle cela un jouet d'imitation. Là, sur cette chaîne, on est un petit peu particulier parce qu'on vient charger des deux côtés, les façades de côté. Hop. Alors c'est mieux dans ce sens-là, comme ça on les voit mieux. Deux blanches, deux vertes. Et là, comme ça, on a la première partie de la maison. Ensuite, la porte d'entrée, hein, pour qu'on puisse rentrer dans la maison. Et puis les petits volets qui sont là également. 70 éléments en tout dans chaque carton, si tout va bien. Et il y a un ordre de rangement bien précis hein, qui a été calculé par les méthodes pour être sûr qu'on valide. Eh ben non. Il y a un petit souci. On est en rouge, donc on n'avance pas plus. La machine a pesé le carton et il manque des pièces. Et là, on n'a pas de bol. Hein. Un jeu d'enfant, les jouets. Hein. Ah, comme quoi. Quelques minutes plus tard... Et voilà, c'est repassé en vert. Nickel. Le jouet peut partir à l'expédition. Ici, un camion est rempli toutes les 3 heures. Direction, les magasins du Père Noël. Il y a 4 ans, le leader français du jouet, qui produisait autrefois en Asie, a relocalisé sa production dans le Jura. Bonjour, tu vas bien? Sous la direction d'Alexis. Tu vas bien? Mais pour être compétitif, le fabricant a dû investir 72 millions d'euros dans une 60aine de robots, dignes d'un film de science-fiction. Il travaille 24 heures sur 24. Donc là, c'est les portes pour nos petites maisons qu'on a vues de jardin tout à l'heure. Et là, ben, mine de rien, elles sont encore un petit peu chaudes. Pour être commercialisés, ces jouets doivent respecter toute une série de normes très strictes, imposées par l'Union européenne. Comme par exemple, le tableau de cette table d'activité. Si jamais l'enfant était capable d'arracher le produit, il ne faut surtout pas. Pourquoi? Si jamais il l'arrache, que c'est petit, il peut le mettre à la bouche. S'il le met à la bouche, il pourrait s'étrangler avec. Et ça, c'est toutes des choses qu'on doit être capable d'anticiper bien en amont pour faire en sorte que le produit il soit de qualité et safe, comme on dit aujourd'hui. Très populaire à Noël, ce jouet destiné aux moins de 3 ans doit respecter les 450 pages de réglementation européenne. Mais depuis quelques années, Alexis Delorme a découvert une concurrence qu'il estime déloyale. Des produits étrangement similaires aux siens sur les sites des géants du e-commerce. Des tables d'activité made in China vendues 3 fois moins cher et qui, d'après lui, ne respectent pas les normes. À 12,79 quand nous on est à 45 € prix de vente public, on peut se demander comment ils font pour proposer ce type de produit-là à 13 €. Il y a quand même pas mal de ressemblances en termes de coloris et en termes de fonction par rapport à ce que nous on fait. Est-ce que toutes les pièces qui sont là résistent bien à l'arrachement? Est-ce que toutes les pièces ne risquent pas d'étrangler un bébé? Comment est le boîtier à piles? Est-ce qu'on a accès aux piles? Que l'enfant ne vienne pas à ouvrir le boîtier et se mettre à la bouche les piles? On respecte le cahier des charges qui fait en sorte que les enfants soient en complète sécurité. Et de l'autre côté, on prend le risque. On prend le risque de jouer avec la santé des enfants. Alors ces jouets sans marque, fabriqués en Chine et vendus en ligne, sont-ils vraiment dangereux? Pour le savoir, nous avons décidé d'en tester plusieurs, dans un laboratoire indépendant. Dans l'entrepôt secret des douanes de Marseille, les marchandises importées de Chine posent aussi problème. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui avant la destruction? Il faut qu'on aille voir donc, les 630 ensembles Adidas, Nike et Puma qui se trouvent là-bas. Ok. Alors, donc, c'est ces cartons-là? Ici,
il n'y a que des contrefaçons. Oh ben, évidemment des maillots de l'OM. Hein. Ça, à Marseille, c'est quand même pas très original. Fabriqués en Chine, ces copies de maillots de football sont revendues jusqu'à 5 fois moins cher que les vrais sur les marchés et dans les boutiques de sport. Ah oui, on est aussi sur des modèles enfants. Non, mais là, je pense que tout est OK pour la destruction. Allez, je remballe. On continue? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, les parfums, donc oui, 350. Oui, très bien. Allons voir. En provenance de Pologne, ces parfums ont valu 6 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende Ouh, ça sent déjà. à l'importateur. Ah oui. Ouh. Vous allez voir que c'est des parfums de contrefaçon. Donc, on a du Jean-Paul Gaultier Le Male. On a du Mercedes-Benz. Je suis même pas sûre que ça existe réellement dans le commerce, hein, le Mercedes-Benz. Alors là, oui, du Yves Saint Laurent, La Nuit de l'Homme. Je suis là. Alors, est-ce qu'il sent Jean-Paul Gaultier? Ah, en plus, même le parfum est similaire. Parce que moi, je le connais, le Jean-Paul Gaultier. Ouais, il est similaire, mais en moins bien quand même. Donc voilà, on peut se laisser avoir. Hein. C'est quand même, regardez, c'est quand même bien fait. Donc là, au-delà de l'aspect vraiment frauduleux par rapport à la marque, il y a aussi tout un volet santé. Du consommateur, parce qu'on ne sait absolument pas de quoi il fait ce parfum. Très souvent, en fait, il y a des matières qui ne sont absolument pas autorisées, des substances qui sont très nocives pour la peau. L'année dernière, regardez là, vous voyez toutes ces palettes-là qui sont sur les étagères, ça représente uniquement des parfums. Et c'est un seul contentieux qui a été fait par la brigade de surveillance intérieure de Marseille. Tout ça, ce sont des parfums. On attend une ordonnance du juge afin de pouvoir les détruire. 52 palettes d'une valeur de 5,3 millions d'euros sur le marché authentique. Là, à l'approche de Noël, on voit quand même qu'il y a certains produits qui reviennent très souvent. Donc on a des parfums, on a des jouets, tout ce qui peut s'offrir un petit peu à Noël est contrefait en fait. Est-ce que le camion est arrivé? Oui, il est arrivé. Donc on va pouvoir commencer à charger. Ok. Ce jour-là, opération exceptionnelle. 5 tonnes de contrefaçons sont acheminées pour être détruites dans cet incinérateur sous l'étroite surveillance de Mélanie. Allez, c'est parti, on va voir tout ça. En fait, il faut empêcher tout retrait de contrefaçon, tout vol, toute substitution. Nous, voilà, c'est une obligation légale de suivre vraiment au millimètre toutes les contrefaçons qu'on a saisies. La marchandise frauduleuse est broyée avant d'être incinérée à 850 degrés. Tu vois, là-bas, il y a même les maillots de foot. L'année dernière, les douanes ont saisi plus de 20 millions d'articles, un record. Leur destruction se fera aux frais du contribuable. En fait, c'est la douane qui paye la facture. Hein. Donc, c'est la douane qui va régler tout ce processus de destruction. Ce n'est pas à la charge des contrefacteurs. Alors, normalement, c'était prévu par un règlement européen, mais ça n'a pas encore été mis en place. Voilà, là, c'est notre dernier carton. Mais avant Noël, cette lutte sans fin contre les contrefaçons n'est qu'une petite partie du travail des douanes. À Paris, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et l'association Foodwatch aussi les prépare, à sa façon. Il y a quand même trop pris sur l'étiquette, hein, clairement. On vous vend par exemple, comme cette crème de vinaigre balsamique, des produits qui sont... C'est le jour J. L'association lance officiellement son concours, la casserole d'or. Il doit désigner le produit de fête qui correspond le moins à la promesse sur son emballage. Audrey multiplie les interviews. Nous, on se demande comment est-ce que la marque donne ce goût de framboise qui est promis. Alors que les Français commencent leur course pour le réveillon, ce drôle de concours fait le buzz. C'est une belle pleine page. Regarde, t'as vu? On a un beau Foodwatch dans le titre, là. Foodwatch épingle les arnaques de Noël. Les médias, c'est en aucun cas une finalité en soi, en fait. C'est vraiment un outil pour faire, en fait, levier. C'est ce qu'on appelle le name and shame. On donne le nom des produits, on donne le nom des marques. Foodwatch, on est indépendant, on n'a pas peur, on dit la vérité basée sur des faits. Et c'est ça qui va les faire bouger parce qu'en fait, leur réputation est un peu exposée au grand jour. Donc, c'est un risque pour eux. Ah, là, Audrey a une interview. Malgré cette stratégie offensive,
L'association s'appuie toujours sur des textes de loi qui interdisent d'induire les consommateurs en erreur. Voilà nos 5 nominés. On en est où? Là, ça y est, la vidéo de lancement est publiée. Donc, comme je t'ai dit, première heure ce matin, elle a été sur l'ensemble des réseaux sociaux. Donc là, maintenant, elle est sur... Elle n'a jamais été attaquée en justice par les industriels, dont elle dénonce les pratiques. On s'est un peu lâché, hein, voilà, petits effets flocons de neige, mais en même temps, c'est la fin d'année. Et puis, voilà, on espère qu'il y aura un maximum de monde qui va participer. Votez sur foodwatch.fr, vous avez jusqu'au 20 décembre. Désormais, les Français ont 10 jours pour élire la casserole d'or. Parmi les votants, Hélène, mère de 2 enfants qui vit en banlieue parisienne. Quand elle fait ses courses, cette assistante de direction fait attention à son budget. Alors, je sais qu'il prend ça. En consommatrice avisée, elle scrute les étiquettes pour éviter les fausses bonnes affaires. Donc là, je regarde le prix au kilo. Et là, je me rends compte que si je prends les granolas par 3, le prix au kilo est à 6,72, alors que par 2, il est à 6,68. En fait, on croit des fois que c'est en lot parce que c'est avantageux pour le consommateur, mais en fait, pas forcément. Hélène prend sa mission très au sérieux. Elle achète les 5 articles en compétition pour la casserole d'or de Foodwatch. Rentrée à la maison, coucou, c'est moi. Elle s'apprête à passer au vote. Et pour cela, tient à faire participer sa petite famille. Les enfants, vous venez? Je vous explique. On va participer à un concours qui s'appelle la casserole d'or. Alors en fait, ça c'est des produits et puis on sélectionne celui qui nous paraît être la plus grosse arnaque. Qu'est-ce que vous voulez qu'on regarde? Tu veux qu'on regarde ça? Les escargots? Alors ça c'est du chocolat, saveur framboise, cœur praliné. Toi tu veux goûter? Tiens. Lequel de ces produits va-t-il être choisi par Hélène et ses enfants? Dans le Jura, après notre rencontre avec Alexis Delorme, le patron de Smoby, nous avons décidé de passer commande en ligne auprès des fabricants chinois qu'ils mettent en cause. Nous achetons 6 jouets destinés aux enfants de moins de 3 ans que nous allons faire tester auprès d'un laboratoire indépendant à nos frais. Un pingouin en peluche, une timbale à grelots, des petites maracas, un petit escargot, un hochet et cette balle d'éveil. Des produits sans marque connue, voire sans marque du tout, à moins de 4 €. Écoutez, on a reçu ça. Quelques jours plus tard, Clément, responsable essai, et Antoine, directeur de SMT, vont ouvrir les 6 colis envoyés directement de Chine. Leur réflexe de professionnel, c'est de commencer par vérifier la conformité des étiquetages. Un multi-hochet. Oui, c'est un jeu d'éveil peut-être. C'est bien emballé, hein? C'est bien emballé. Ils sont forts pour l'emballage, mais pour l'étiquetage, ça n'a pas l'air ça. Sur l'étiquette de la balle d'éveil, le logo CE est censé garantir le respect des normes européennes, mais c'est le fabricant chinois qui la pose, sans aucun contrôle. Il suffit d'imprimer un autocollant, un sticker avec une marque HCE. Et sur la boîte, l'inscription 0M+, laisse entendre que le jouet est destiné aux nouveau-nés. Le fabricant préconise qu'il est adapté pour les enfants de bas âge, à partir de la naissance d'ailleurs. Lorsqu'on retourne ici, nous avons tout un marquage et bizarrement, on retrouve une interdiction pour les jouets qui sont destinés aux enfants de moins de 3 ans. Une contradiction complète qui rend le jouet non conforme. Autre problème d'étiquetage, le hochet à grelots arrive sans aucun avertissement. Et là, le texte en chinois a été mal traduit en français. Avertissement, risque d'étouffement, petits parents, pas pour les enfants de moins de 3 ans, ce qui ne veut strictement rien dire. Pour le marché français, les avertissements devraient être écrits en français. 3 jouets sur 6 présentent donc des anomalies d'étiquetage. Et les tests n'ont même pas commencé. Le jouet, il ne faut pas qu'il pique, il ne faut pas qu'il coupe, il ne faut pas que l'enfant puisse se coincer les doigts, il ne faut pas que l'enfant puisse avaler des petits éléments, il ne faut pas que l'enfant puisse s'étrangler avec une éventuelle corde. Premier produit mis à l'épreuve, la balle d'éveil qui va subir 4 tests mécaniques différents.
D'abord, la chute. 5 fois d'une hauteur de 80 cm. Là, mes doigts. Ça passe. Test suivant, l'écrasement. Puis le choc contre un autre objet. Aucun problème là non plus. Mais c'est dans la dernière ligne droite que le produit chinois va craquer. Alors, on va tester le jouet pour sa résistance mécanique. Il ne faut pas que des pièces du jouet se détachent. Cette machine de traction simule le bras d'un bébé qui voudrait arracher un morceau du jouet. Donc le but, c'est d'appliquer sur la petite partie une force de 90 newtons, et ce en 5 secondes, et on va essayer de la maintenir pendant 10 secondes. C'est comme si vous accrochez un poids de 9 kg. La fleur se détache sous une force inférieure à 90 newtons, ce qui constitue une non-conformité. Car avec ces petits bouts de plastique, le bébé pourrait s'étouffer ou s'intoxiquer. Là, on voit qu'il rentre complètement dans ce gabarit. Ça veut dire qu'une fois cassé, le nourrisson peut l'avaler et puis l'ingérer complètement. Ça se retrouve dans l'estomac, etc. etc. Bon, c'est donc non conforme et c'est vraiment un problème de sécurité. Alors, c'est un cadeau empoisonné. Deuxième jouet à être testé, les maracas, dont le manche pourrait aussi rentrer dans la gorge d'un nourrisson. Il est considéré comme non conforme. Troisième jouet, le hochet, dont les grelots n'opposent aucune résistance. Sur la machine de traction, les corolles s'ouvrent trop facilement. Bon. Et ce qui va laisser échapper la petite bille. Ça va être avalé facilement. Après, ça va être digéré par l'acide de l'estomac, donc on ne sait pas ce que ça va libérer comme substance, non conforme. Sur les 6 jouets testés, les 3 derniers, comme ce pingouin, résistent à la torture. Résultat, 50% des jouets que nous avons testés sont non conformes et même dangereux. Ils n'auraient jamais dû entrer sur le sol français. Au siège de Smoby, ce verdict n'étonne pas vraiment Alexis Delorme. Bon alors, on en est où? Plateau qu'on a sorti. Cette concurrence, il la juge déloyale, alors que son entreprise dépense beaucoup d'argent pour respecter les normes européennes à la lettre. T'as confiance? Oui. T'es sûr? Oui. Je lâche? Oui. T'es sûr, hein? Oui. Je peux même laisser les doigts dessus. Quand la masse tombe, j'ai pas peur que la pièce casse. 800 000 € de budget par an, une équipe de 20 personnes. Pour s'assurer d'être en conformité, le fabricant français fait contrôler tous ses jouets par un laboratoire indépendant avant de les mettre sur le marché. Oui, ouais. Je refais maintenant. Allez, 50 kilos. Ça, c'est pour tester et dans l'éventualité où on aurait des enfants qui viennent se servir de la table d'activité comme une piste de danse, pour le coup. En fait, c'est toutes ces parties-là qu'on est venu renforcer pour faire en sorte que le pied soit d'autant plus résistant. Il ne faut pas que l'enfant puisse s'abîmer les mains, se découper ou quoi que ce soit. Donc on fait très très attention à la finition au niveau des produits. Je vais monter, je fais 0 tonne 100. Voilà. Et je peux monter ce produit. Il ne casse pas, il ne se renverse pas. Donc vous pouvez être rassuré sur la qualité au niveau des enfants. On ne peut pas avoir un enfant qui se fasse mal. Notre métier, c'est d'apporter du plaisir, des rires, mais des pleurs, c'est pas possible. Des pansements, c'est pas possible. Alexis, aidé d'autres industriels européens du jouet, a décidé de lancer la contre-attaque. En région parisienne, Hélène et ses enfants dégustent les produits de fête en lice. Allez, on regarde un autre. Pour la casserole d'or. Tu veux qu'on regarde ça? Comme le rôti, farci aux morilles. Bah franchement, on voit même pas les morilles. Je me bats avec, d'abord. Hélène le réchauffe pour le goûter. On ressent pas le goût de la morille. En tout cas, on pourrait pas deviner qu'il y a de la morille dedans. Il y en a moins de 1%. T'as des miettes. T'as des miettes, exactement. Ouais, c'est abusé, hein. Clairement, moi, j'aurais carrément pu me faire avoir par ça. Ce concours sert de leçon et ça va peut-être nous faire regarder davantage les étiquettes et la composition des produits. On va regarder celui-là.
Pour le foie gras, Hélène passe au crible tous les ingrédients. On y va, ingrédients, foie gras. Et elle ne remarque rien d'anormal. Là, je sais pas trop. Il faut qu'on... Je pense que ça, on va regarder sur le site du concours. Prends la chaise là. C'est bien, top. Le foie gras gastronomique de Maison Montfort contient des nitrites ajoutés. Du coup, vous savez ce que c'est en fait, contient des nitrites ajoutés? Non. Non. Bah, en fait, cet additif-là, il augmente le risque de cancer. Donc en fait, tu risques de tomber malade. Après mûre réflexion, Hélène et ses enfants décident finalement de voter pour le rôti aux morilles. Et on clique sur tac. Félicitations, vous avez voté les enfants, vous avez participé au concours. Plus de 7000 consommateurs comme Hélène ont voté pour élire la casserole d'or. Foodwatch doit proclamer le résultat dans quelques jours. Vous pouvez me dire l'origine? Bangladesh, d'accord. Aux douanes de Marseille aussi, à quelques jours de Noël, 14 tonnes, d'accord, ok. On y va immédiatement, aucun problème. les produits destinés aux tables de réveillon sont dans le collimateur. Crevettes. Car les douaniers, comme Fabienne, sont également chargés de l'inspection des produits alimentaires importés en France. On a un circuit noir, donc une marchandise qui doit absolument être contrôlée. Il s'agit de crevettes, donc là on va partir à l'entrepôt pour voir les marchandises, c'est obligatoire. Un produit, des crevettes et une origine, le Bangladesh. Suffisant pour que le logiciel des douanes signale automatiquement cette importation. Salut! Salut! Tu as le scotch, le cutter? Tout ce qu'il faut. Ok. Et tes gants? Ça, j'ai oublié. On risque de faire froid. Allez, on y va. Voilà. Fais gaffe, c'est glissant. Il fait froid. Bonjour. Alors, C'est combien ici? Je crois moins 18. C'est la Laponie. Ouais. C'est dans ce gigantesque congélateur que sont conservés les surgelés suspects. Sans équipement grand froid, Fabienne et son collègue ne peuvent y rester plus de 4 minutes. Ça a l'air d'être ici. Que de crevettes, crues géantes. Bangladesh. Ce qu'on cherche à savoir là, c'est si ces crevettes sont bien issues de l'élevage, car ce sont les seules crevettes qui sont autorisées à être importées dans l'Union européenne. Les crevettes sauvages ne peuvent pas. En fait, il s'agit de protéger les espèces là-bas au Bangladesh. Allez, ok, c'est bon. Le contrôle va se faire dans une autre zone, presque tropicale, à moins 6 degrés. Et voilà. On va pouvoir ouvrir. Ok, on a l'adresse ici, un petit portateur. Voilà. Ah, on tourne. Ah ben voilà. Donc, il s'agit de crevettes. On a le calibre ici. Et là, toutes les informations, donc que de crevettes. Les douaniers doivent prélever 4 paquets pour que le laboratoire des douanes puisse analyser le produit. Il y a eu déjà des cas où, malgré l'étiquette mentionnant un élevage, il s'agissait en réalité de crevettes sauvages. On va donc analyser le séquençage ADN de la crevette pour savoir si elle est bien issue de l'élevage. Et puis, bien sûr, le laboratoire vérifiera également que les crevettes soient tout à fait consommables. Ça a l'air d'être, Quelques jours plus tard, les tests du laboratoire montreront que les crevettes sont bien d'élevage et propres à la consommation. Ok, donc c'est parfait pour cet échantillon-là. On y va. Elles se retrouveront donc sans risque au menu de votre réveillon. C'est encore la femme qui porte, Voilà. évidemment. Allez. Mais le deuxième contrôle du jour va lui révéler une fraude. Voilà. Je crois que c'est ça. Attends. Tu as le cutter, s'il te plaît. On va un peu mieux ouvrir, là. Dans la ligne de mire de Fabienne, ces bouteilles à la couleur fluo en provenance d'Algérie. Et là encore signalées par le logiciel des douanes. Et 4. Ok, c'est bon. Ce type de marchandise tombe sous circuit noir de façon très très régulière. On est à la recherche d'un édulcorant, le E960, qui est interdit s'il est ajouté aux boissons sucrées. Cet édulcorant favorise la prise de poids, le diabète et même des maladies cardiovasculaires. Bon, ce serait du coup dommage que pour la table de Noël, les enfants consomment une boisson mauvaise pour leur santé. Donc eau, sucre, émulsion, concentré d'orange, arôme naturel. Rien sur l'étiquette. Mais l'analyse en laboratoire révélera la présence du E960 dans ce soda. L'importateur choisira de renvoyer ses 30 000 bouteilles en Algérie.
il devra payer une amende proportionnelle à la valeur de la marchandise. Ok. Allez, c'est parti. On y va. À l'approche de Noël, le port de Fos-Marseille, le deuxième plus grand de France, tourne à plein régime. Ici, en décembre, ce sont 300 containers qui entrent chaque jour sur le territoire. Un casse-tête pour les douaniers. Tu sais quel type de marchandises on va contrôler Oui, là, on va contrôler du petit électroménager. Ce matin, le logiciel des douanes soupçonne un nouveau problème de conformité. Jean-Noël, contrôleur principal, et son collègue doivent ouvrir ce container qui transporte plus de 150 cartons d'une valeur de 60 000 € du petit électroménager acheté par un grossiste marseillais. C'est les gens de plancha, des plancha grill. Elles permettent de cuire la viande façon barbecue en intérieur. Ça peut être le cadeau de Noël idéal, mais j'ai un doute parce que la notice d'utilisation est toute en anglais. Donc automatiquement, pour nous, le produit est non conforme. Sans notice, les consommateurs pourraient se brûler ou provoquer un incendie. Jean-Noël ordonne de bloquer la marchandise dans l'entrepôt, sous le regard soucieux du représentant de l'importateur, qui va tenter de régler le problème. J'aimerais que le client puisse obtenir sa marchandise, parce qu'il est quand même très inquiet, effectivement. Parce que quand la marchandise ne peut pas être dédouanée en temps et en heure parce qu'il y a de la documentation qui n'est pas conforme, ça peut aller jusqu'à 5, 10, 15, 30 000 € de frais de stationnement, une mobilisation de containers, éventuellement sur le terminal portuaire. C'est à Noël qui va vous coûter cher. Peut-être pas à moi, mais surtout à l'importateur qui risque de passer des mauvaises fêtes de Noël. Moi, je vous ferai un petit mail et puis vous le retransmettrez, voir ce que votre client veut faire, s'il veut remettre en conformité, détruire la marchandise ou réexporter. Mais bon, je pense que... mettre en conformité. Je pense qu'il remettra en conformité, parce que la mise en conformité sera quand même relativement facile à faire. Je pense aussi. L'importateur choisira en effet de traduire sa notice en français pour mettre en vente ses planches à grill au plus vite avant les fêtes. Dans le même entrepôt, une autre marchandise suspecte, des voitures électriques pour les enfants. Le danger, on peut le voir, donc c'est les branchements électriques. Il faut quand même éviter l'électrocution et des choses comme ça. Lorsque les douaniers ont un doute sur un jouet, ils peuvent décider de faire appel à leur propre laboratoire Dernier Cri, situé à Marseille. Objectif : interdire l'importation de produits qui pourraient être dangereux pour les enfants. Ce matin, Julie, ingénieure en chimie, analyse un jouet en apparence inoffensif. On ne se méfie pas d'une poupée. C'est pas visible, ça saute pas aux yeux qu'il va y avoir un danger. Mais il peut y avoir des composés qui peuvent être cancérigènes, qui peuvent entraîner des problèmes de développement, qui peuvent prendre la place des hormones de croissance notamment, et donc avoir de graves conséquences sur les enfants. Julie va dissoudre le plastique de la poupée dans une solution pour pouvoir identifier précisément chacun de ses composants. Et surprise, il contient un perturbateur endocrinien. Donc la limite réglementaire, elle est ici. Dans notre jouet, on a tout ça. Il y a un composé qui est cancérigène, reprotoxique, et donc qui est présent à 100 fois plus que ce qui est autorisé dans le jouet. Donc a priori, elle ne doit pas rentrer sur le territoire, cette poupée. Dans le viseur de Julie, une autre menace invisible. Dans un jouet aussi populaire que visqueux, le slime. Avec lui, les cas de toxicité sont fréquents. Le problème, c'est que souvent, ce qui est utilisé pour les fabriquer, c'est de l'acide borique. Et que l'acide borique, quand c'est présent en trop grande quantité, ça peut brûler les mains des enfants. C'est arrivé d'avoir des enfants qui ont des brûlures, des rougeurs, voire des cloques sur les doigts, parce qu'ils avaient joué avec cette pâte. Donc là, Julie va donc procéder à une analyse de tous les éléments chimiques composant ce slime. Le mercure, le barium, l'antimoine. Et le résultat confirme les doutes de l'ingénieur. Donc là, sur le bord qui nous intéresse, on est 14 fois plus élevé que la limite réglementaire. Donc potentiellement, un enfant un peu sensible, il peut se brûler en jouant avec ce produit.
Environ 500 jouets sont testés ici chaque année. La moitié s'avère non conforme. Dans ce cas, la marchandise se retrouve bloquée par les douanes dans l'un de ces entrepôts, du port de Fos-Marseille. À l'approche de Noël, on trouve ici des cadeaux pour les grands, mais aussi pour les petits. Jean-Noël et son collègue viennent de recevoir les résultats du labo pour l'un d'entre eux. Sur le porteur, ouais, donc selon le rapport, il a des problèmes au niveau des marquages et il a aussi un problème de stabilité. Très à la mode, ce jouet pas de patrouille ne peut donc pas entrer sur le territoire français, car il est dangereux. Si l'enfant s'assoit, on voit automatiquement que le porteur part sur l'arrière. L'enfant peut se casser la figure et se faire mal. Voilà, normalement ici, souvent, on rajoute un petit béquet qui va être à ras le sol. Comme ça, quand l'enfant va s'asseoir, le porteur va pas basculer sur l'arrière. La marchandise reste bloquée et puis on va voir avec quel importateur ce qu'on peut faire. L'importateur, les solutions qu'il pourra apporter. Ça reste ici. L'enseigne Discount, qui a commandé ces jouets, n'a finalement pas souhaité les remettre aux normes. D'une valeur de 11 400 €, ils ont donc été détruits, à ses frais. À Bruxelles, capitale de l'Europe, l'union fait la force. Alexis Delorme, le patron de Smoby, a fait le déplacement depuis le Jura pour mener son combat contre certains fabricants chinois, accompagné de plusieurs géants du jouet. Salut Alexis, bienvenue. Tu vas bien? Ça va et toi? Avec Christophe Drevet, directeur général de la Fédération française du jouet. Il retrouve le vice-président de Lego et d'autres poids lourds du secteur, tous membres de la TIE. Ce matin, cette fédération des industriels européens présente un rapport choc. Il révèle que 86% des jouets sans marque vendus en ligne sont dangereux pour les enfants, comme les fameuses tables d'activité que nous avait montré Alexis. Ici, nous avons plusieurs exemples de jouets qui comportent des risques d'étouffement. Nous allons les détailler. Imaginez qu'un enfant avale cela et que ça reste coincé dans sa gorge. Aujourd'hui, le Français espère convaincre les députés européens de durcir la réglementation. Il y a actuellement un débat au niveau national et européen pour imposer une taxe sur les petits colis, de 2 ou 3 € sur chaque produit acheté. Le but est de financer les autorités douanières pour qu'elles contrôlent les produits à leur arrivée sur le territoire européen. Je suis peut-être trop direct, mais peut-on donner le droit de tuer un enfant pour 1 ou 2 €? Si cette taxe aide les douanes, leur donne plus de moyens, c'est une bonne idée, mais ce n'est absolument pas suffisant. En réalité, ce que souhaite Alexis, c'est obliger les plateformes à vérifier la conformité des jouets avant qu'ils ne soient vendus sur le territoire européen. Alors, pour convaincre les députés de durcir la législation, les industriels du jouet ont eu une idée. Et on est où, le stand, nous? En face de la cafétéria. Ah, très bien, pour le coup. Donc c'est un lieu de passage. Installer un stand au cœur du Parlement pour mener une action de lobbying. À la pause déjeuner, les parlementaires s'arrêtent, comme cette députée espagnole directement concernée par le problème. Vous connaissez peut-être Alicante? Nous y avons plusieurs usines de jouets et c'est pourquoi votre exposition m'a interpellée. Félicitations. Ah, merci beaucoup. Nous avons acheté 70 jouets sur 7 places de marché différentes à des vendeurs tiers établis en dehors de l'Europe. Sur ces 70 jouets que nous avons testés, 86% ont été jugés dangereux. L'objectif, c'est d'arrêter ces produits avant même qu'ils n'entrent en Europe. Je suis une maman, donc je partage votre inquiétude. Je vous comprends. Au plaisir dans le Jura. Quelques jours plus tard, un nouveau texte a été adopté par le Parlement. Il prévoit la création d'un passeport numérique pour tracer chaque jouet vendu en Europe, avec la preuve de sa conformité. Mais les plateformes
ne sont toujours pas juridiquement responsables de ce qu'elles vendent. Un succès en demi-teinte pour Alexis, dans sa guerre contre les jouets chinois illégaux. À quelques jours de Noël, dans les bureaux de Foodwatch. On regarde les résultats du vote. Le verdict du concours est tombé. Alors, contre toute attente, c'est le bloc de foie gras de canard de Maison Montfort qui est en tête. Bien fait de le sélectionner. Le foie gras gastronomique au nitrite remporte la casserole d'or 2024 avec près de 36% des votes, devant les chocolats saveur framboise et le rôti au morille. Un choix qui déjoue les pronostics de l'équipe. C'est vrai que j'aurais pensé que c'était une arnaque qu'on avait trop faite, entre guillemets, et que les gens pourraient se lasser, mais la preuve qu'en fait, l'impact santé, les thématiques santé portent encore énormément. Sans attendre, l'association écrit à la marque pour la prévenir de cette victoire amère et pour lui demander de cesser d'utiliser les nitrites. On attend l'industriel au tournant, c'est-à-dire que nous, l'année prochaine, dans les rayons des fêtes, la première chose qu'on va faire, c'est aller voir si ce foie gras a changé. Là, il y a eu un vote, mais ce n'est pas la fin. Ce n'est que le début, en fait. Le vote, c'est le début, en fait, du changement pour Maison Montfort en termes de marketing. Maison Montfort a refusé nos demandes d'interview. Par écrit, l'entreprise précise. Le E250 figure encore dans quelques recettes, mais les taux présents dans nos produits respectent bien entendu le cadre réglementaire. Un an plus tard, les escargots saveur framboise ne sont eux plus commercialisés. Avec ces campagnes, l'association a déjà convaincu plusieurs dizaines d'industriels de l'agroalimentaire de modifier leurs recettes ou leur emballage afin que Noël reste une fête pour tout le monde.